Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. L'actualité nous oblige, me voici encore une fois de plus devant vous pour vous apporter des nouvelles concernant donc la disparition de notre sœur bien-aimée Blanche Tunatsi Kandolo. Comme vous le savez, sa mort reste vraiment très mystérieuse. On a très peu d'éléments à ce sujet. Son mari, le pasteur Marcelo Tunasi, refuse toute publication, refuse de donner toute information. Il refuse de collaborer avec la famille. Donc ce qui accentue les suspicions le concernant, et c'est pourquoi toute la communauté le condamne en disant qu'il serait peut-être à la base de la disparition de sa femme parce que son comportement n'est pas habituel, son comportement est très bizarre et surtout il est accentué par les désaccords, les contradictions venant de lui-même par rapport à ses dires concernant le voyage qu'avait effectué sa femme de Kinshasa jusqu'en Belgique et de la Belgique en Turquie. Donc vraiment c'est très curieux. Et là nous avons des audios de la maman donc de Maman Blanche qui témoigne et qui dévoile les 3 noms des pasteurs qui ont été à la base de ce scénario machiavélique concernant sa fille. Donc, je vais vous laisser écouter et puis chacun pourra justement avoir une idée, avoir des éclaircissements, peut-être pourra trouver aussi des éléments manquants concernant cette histoire. C'est vraiment effrayant. Se dire que les hommes de Dieu ont été capables de faire un plan diabolique à ce point pour éliminer une personne qui était gênante. C'est à se dire, où allons-nous? Où va le monde en fait? C'est incroyable, c'est incroyable. Donc je vous laisse écouter l'audio et je reviens vers vous tout de suite après. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait le courses de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça dans une conférence aux États-Unis. Ici, à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. Il est allé parler à Assis. Il y a beaucoup d'années, il a toujours causé très bien dans la famille, mais ne sachant pas que je suis de cette famille-là.
Il a dit à ma soeur que Marcelo était allé marier Blanche dans une famille pauvre. Il ne me connaît pas. Il n'a jamais entendu parler de moi. Maintenant, mes cousines se sont fâchées. Ils sont en train de lui expliquer ce qu'est notre famille. Ok, papy, c'était pour ton information. Oui. L'Ézéchiel, là, lui, il a joué sa carte de donner la femme à Marcelo. Il a joué la carte des données parce que et tous là, ce sont des oiseaux de même plumage. Ils ont joué d'une façon très méchante jusqu'à m'éliminer mon enfant. Suis bien l'audio de l'homme là qui dit que Blanche a été injectée d'un poison direct. Ça doit être le monsieur qu'il avait pris à Bruxelles jusqu'à l'aéroport. Celui qui l'a achevé, c'est le pasteur Daniel Kapepula. Voilà. Douleur, hein? Na motema, passe. Matanga ebandeli, pour na kotuna ba question ebele. Zamba bolingo pesa mayele na sagesse na courage ebele. Zamba bolingo, on a zotalisa motema nanga asala. Asala, pour mga basalinga déjà. Asala. Fidèles téléspectateurs, voilà, vous venez d'écouter la maman de notre feu, maman Blanche, donc maman Georgette, qui nous a relaté comment est-ce que sa fille avait disparu. Selon les dires de sa maman, Georgette, notre feu sœur Blanche aurait été empoisonnée, selon les dires de sa maman, et tout cela a été bien préparé depuis la Belgique jusqu'à son arrivée en Turquie. Donc, tout cela apparemment a été confirmé par une personne qui se trouve au Canada, et cette sœur souhaiterait témoigner pour que la vérité éclate au grand jour. Donc cette version a l'air plutôt plausible puisque la sœur n'avait aucune trace sur son corps attestant donc des coups, d'une agression et tout, parce qu'elle avait une peau très claire et si elle aurait été agressée, cela se serait vu. Donc l'hypothèse du poison semble plus plausible que les propos qui ont été donc rapportés par son mari, monsieur Marcelo Tunasi, qui disait que sa femme était morte d'une opération. Et malheureusement, pour lui, en fait, au fur et à mesure que les jours passent, on se rend compte que tous les témoignages qu'il aurait donnés en public, qu'il aurait donc donné à la famille ne tiennent pas, puisqu'il se contredit lui-même à chaque témoignage. C'est-à-dire que concernant par exemple l'acte de décès, il nous dit qu'il a été obligé de se rendre en Turquie, de suivre sa femme puisqu'il fallait qu'il signe pour autoriser donc l'opération que sa femme aurait subi selon toujours ses dires, alors que sur aucun dossier on ne retrouve sa signature. Il dit qu'il avait rejoint sa femme mardi, alors que sur un autre témoignage, il dit qu'il aurait atterri dimanche. Après, il nous dit qu'il était au 7e étage et sa femme au 1er étage et qu'il aurait senti son odeur de parfum et l'esprit lui aurait dit qu'elle était morte. Sur une autre version, il revient encore nous dire que non, il était avec sa femme et apparemment, il était même rentré dans le bloc opératoire pour prier pour elle, pour qu'elle se réveille et c'est assez pertinent parce que en Europe normalement aucun hôpital n'autorise des tiers à pénétrer dans les blocs opératoires ou dans les salles de réveil ou je ne sais quoi, car ce sont des secteurs qui doivent rester stériles et sont réservés aux seuls membres du personnel de l'hôpital. Dans une autre version, il nous dit encore que il était avec elle et que sa femme lui aurait demandé de prier pour lui et donc il lui aurait tenu la main, il aurait prié pour elle et c'est comme ça qu'elle s'en est allée. Et là, il vient encore contredire ses dires en disant que, bon voilà, apparemment,
en disant que les médecins avaient essayé de la réanimer pendant plus de 4 heures. Sachez que les réanimations, au cas où une personne fait une crise ou s'il y a un accident, je ne sais quoi, ne durent 4 heures du temps. Parce que dans les 5 minutes, je dirais, qui suivent une crise cardiaque, il faut réagir en fait. Si on réagit pas, en fait, c'est trop tard parce que les médecins, ils vont pas rester pendant 4 heures du temps à essayer de réanimer quelqu'un qui savent qui est mort. Donc, vous voyez, il était tellement perturbé, comme il a inventé des histoires pour essayer de donner un petit peu une version potable, mais sous l'émotion, sous la panique. En fait, il n'avait pas réfléchi que aujourd'hui, ses propres mots allaient le condamner. Et c'est triste, mais moi, je pense qu'il est temps maintenant que le ministère public de la RDC saisisse le parquet de Gombe pour pouvoir justement porter plainte contre ce monsieur, parce que de toute façon, en mettant les pièces bout à bout, tout le monde peut s'apercevoir qu'il s'agit d'un féminicide et que ce monsieur a bel et bien assassiné sa femme. Donc voilà, je ne sais pas si il a des éléments qui pourraient justement mettre en péril le président ou sa femme ou un proche de la présidence. C'est pourquoi ce dossier traîne, parce que si c'était en Europe, dans d'autres pays, ce monsieur aurait déjà été emprisonné en attendant qu'on puisse y avoir clair dans cette histoire. Malgré que il crie son innocence, mais les preuves sont accablantes qui prouvent qu'il y est pour quelque chose, qu'il est coupable de quelque chose, et de toute évidence, il doit payer pour ce crime. Et on est vraiment très étonné de constater qu'il se pavane, qu'il voyage, qu'il se permet même de dénigrer sa femme sur la chaire, et sous prétexte qu'il aurait une nouvelle femme. Quel est cet homme qui aurait aimé sa femme jusqu'à, je ne sais, à en mourir entre parenthèses, qui nous aurait nargué ma femme ceci, ma femme cela, ma femme ceci, et s'imaginer que maintenant il vient la dénigrer? Quel est cet homme qui aurait aimé sa femme et commencerait à la critiquer après sa mort? Même humainement comme ça, c'est vraiment dégoûtant. Humainement comme ça ne se fait pas. Même par respect pour sa belle famille, il ne peut pas avoir ce comportement. Il a un comportement de gamin. C'est comme si on lui avait acheté un nouveau jouet et qu'il brandit ça devant ses copains. Voilà, j'ai ma nouvelle voiture, vous en avez pas, Vous savez comment font les enfants. C'est vraiment hallucinant de pouvoir voir. Il continue à prêcher. Il ne devrait même pas continuer à prêcher. C'est une personne qui se dit pasteur, mais qui n'a pas un comportement de pasteur. Et il se permet de faire la morale aux gens quand lui-même, il n'est même pas capable de respecter ce qu'il dit. Il dit justement qu'il était dans sa chambre en train de prier pendant 3 heures. Il parle de quelle chambre? Parce que là, je ne suis pas sûr qu'on va lui attribuer une chambre pendant 3 heures. Et il ne peut pas, être dans la chambre avant l'arrivée de la personne. Non, la personne rentre dans la chambre. C'est là que le médecin vient lui dire, écoutez, elle est en train de se reposer, prenez quelques temps, dès que ça va être bon, vous pourrez aller lui rendre visite. Mais là, à l'heure actuelle, de quelle chambre on parle en fait? De quelle chambre on parle? Parce que là, s'il s'agit de cet hôpital, bah là c'est mort. Hein. Il y a une communication biaisée quelque part. D'accord? Il suffit juste de voir en fait ce qui se passe par rapport aux femmes qui sont censées accoucher, et on se rend compte effectivement qu'on ne peut pas mettre en fait une salle très très loin de la salle d'accouchement. Parce que ça va se gâter, hein, ça va se gâter. On ne sait pas si lui il a légué tout à ses enfants, hein, ou à sa femme, la femme que j'appelle la femme, une femme voleuse. Bientôt, dans les jours qui suivent, nous saurons si réellement le gouvernement de Kinshasa est corrompu ou si réellement c'est un état de droit. Car je pense que la population doit être protégée, parce que il est encore actif au sein de son église, et il se peut qu'il y ait d'autres victimes aussi qui ne se sont pas encore manifestées, qui ont peut-être peur, parce que
ce monsieur se croit au-dessus de la loi, ce monsieur se croit invincible, ce monsieur se croit tout permis. Il serait temps que le président Tshisekedi se lève et tape le poing sur la table pour pouvoir dire stop. Parce que cette histoire n'a assez duré et par-dessus tout, indirectement, cette histoire salit également le drapeau de la République démocratique du Congo. Ça met une couche donc de déshonneur sur le pays. Et là, je pense que le président doit quand même intervenir parce qu'il en est aussi de l'honneur du pays. À bon entendeur, salut. Pour ceux qui me concernent, nous allons nous arrêter là. Soyez les bienvenus pour toutes les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye. Merci.